travaille sur la relation qu'entretiennent l'homme et la technologie dans les romans franco-anglais de la révolution industrielle. Donc pour le besoin de cette intervention, je vais vous parler plus précisément de l'angoisse que l'on trouve chez ces auteurs vis-à-vis de l'apparition de la technologie. Dans le corpus d'études, on a donc 3 œuvres: Les temps difficiles de Charles Dickens, 20 milieux sous les mers de Jules Verne et enfin Les nouvelles de nulle part de William Morris. Donc ces auteurs vont nous permettre de démontrer la peur latente qui émerge lorsqu'on parle de technologie au XIXe siècle. Les nouveaux rapports sociaux engendrent des tensions entre différentes strates sociales et de très grands théoriciens vont avoir la volonté de lancer un débat sur le prix humain de la révolution industrielle. Donc l'homme qui aura le plus grand succès, c'est quand même Karl Marx avec Le Capital. Et ainsi, donc, la littérature socialiste semble être une réponse à cette angoisse industrielle. Donc les idées de Marx, elles sont reprises par un écrivain qui est très peu connu de nos jours, c'est William Morris, qui met en forme une utopie socialiste dans ses nouvelles de nulle part. À travers la description d'un futur fantasmé, il va abolir les rapports hiérarchiques, l'économie de marché, mais il va également pousser l'être humain à entretenir des rapports plus harmonieux avec la nature. On écrit beaucoup au sujet de la transformation des paysages, notamment de la métamorphose de la nature qui engloutit sous les fumées des industries. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, on retrouve des embryons de conscience écologique chez les auteurs franco-anglais du XIXe siècle. Bonjour Auguste Assemblée. Je vais présenter mon exposé qui se porte sur l'angoisse de la mort dans le roi se mort de Genesco, qui en quelque sorte est le sujet de mon mémoire que j'entends faire en 2 ans avec Madame Ligier de Gauque. Tout au début de la pièce, on voit la reine Marguerite qui automatiquement, avec l'apparition du roi, il lui explique: tu vas mourir dans 1h30, tu vas mourir à la fin du spectacle. Juste pour montrer que UNESCO a toujours évoqué la mort dans le traitement de ses ouvrages. Ici, il montre que l'homme, que ce soit le roi ou bien la personne en tant que telle, tout ce qui nous unit, c'est la mort, la finitude. Comme toute personne, malgré son statut de roi, avec tout ce qu'il a de prestige, automatiquement, sa réponse, c'est la violence verbale. Qui a donc pu donner des ordres pareils sans mon consentement? Vous vous moquez, mensonge, tu as toujours voulu ma mort. Ce qui est mis en exergue, c'est cet amour relatif à la vie. Le mémoire porte sur les différentes formes de violence dans le théâtre de Bernard-Marie Coltès et de Ward Barker. Je commencerai par vous présenter mes problématiques de recherche et par la suite j'exposerai point par point mon plan de mémoire. Pour ça, je m'appuierai sur des citations ainsi que des images de représentation théâtrale afin d'illustrer au mieux mon propos. Le premier axe de mon mémoire se concentre donc sur la fragmentation du discours. En effet, la violence chez les 2 auteurs est d'abord une violence qui est textuelle. L'inadéquation du langage participe à ce discours fragmenté. Les mots ne paraissent plus être un moyen d'expression adapté. Souvent, les personnages n'arrivent pas à trouver leurs mots pour exprimer ce qu'ils ressentent. Et beaucoup d'ailleurs refusent de parler, comme ici l'exprime le protagoniste de La nuit juste avant les forêts. Tu vois les grandes phrases qui se préparent à sortir, alors moi je suis pour me barrer. Face à ces refus de parole, c'est le corps qui paraît être le lieu privilégié de l'expression. Il semble d'ailleurs trahir la véritable pensée du personnage et dans nos pièces, il peut être épris d'un désespoir larmoyant, comme de pulsions violentes imprévisibles. D'autre part, la disparition parfois soudaine d'un personnage sur scène est tout aussi parlante en réalité qu'un abandon inavoué. Alors, bonjour à toutes et tous. Pour cette présentation sur la représentation des catastrophes en littérature avec Hiroshima, Nagasaki et Fukushima, j'ai décidé d'aborder ce sujet par le prisme de la question suivante. Quels sont les enjeux et les difficultés liées à la représentation de ces 2 catastrophes? Alors ces 2 catastrophes sont différentes puisque l'une est d'origine guerrière et l'autre est d'origine naturelle, mais nous pouvons tout de même les relier, d'abord car Fukushima est comme la continuité d'Hiroshima dans le sens où elle va réanimer les questions autour de la dangerosité et de l'absurdité du nucléaire. Mais elles peuvent aussi être rapprochées dans le rapport que la littérature et le cinéma ont entretenu et entretiennent encore avec elle. Alors tout d'abord, la plus grande partie de la littérature post-Hiroshima et post-Fukushima, elle est constituée d'œuvres de témoignages et ou basées sur des expériences personnelles. De nombreux écrivains et même des survivants, que ce soit après 1945 ou 2011, vont se poser les questions suivantes. Peut-on et doit-on s'exprimer à la place des morts? Peut-on et doit-on représenter la catastrophe lorsque l'on ne l'a pas vécue dans sa propre chair? Et ça pose justement une difficulté parce que certains écrivains vont se sentir même coupables d'être encore en vie par rapport aux victimes directes.
Je suis ravie de terminer ce panel sur les angoisses et les catastrophes donc par mon sujet qui est une étude comparée des catastrophes planétaires, des tentatives de survie de l'humanité dans la science-fiction à travers le roman, la bande dessinée et le cinéma. La peur, c'est une émotion fondamentale qui touche à deux registres, l'affectif et le biologique. On peut avoir des phobies, mais ces phobies, elles viennent pas de nulle part, elles découlent des peurs millénaires de l'être humain. Comme l'explique Michel-Louis Rouquette, qui est sociologue, on partage via la mémoire collective des peurs communes, de choses qui menacent en fait notre sécurité. Les peurs, elles peuvent toucher une personne, mais aussi tout un groupe, donc comme une épidémie de peur. La peur, elle existe depuis toujours et elle a toujours été au centre de beaucoup d'histoires. Donc ici, on va se concentrer sur les peurs de la fin du monde, donc ce qu'on appelle l'apocalypse. Ça vient du grec apocalypsis, qui signifie dévoilement. Donc c'était le moment où chaque chose prenait son sens véritable. C'est un genre littéraire qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ avec le livre d'Ézéchiel et qui a été beaucoup repris et transformé au fur et à mesure pour devenir donc cette idée qu'on s'en fait aujourd'hui d'une destruction brutale et violente, donc comme par exemple par une explosion ou une pluie de météorites. La science-fiction est en fait un descendant du récit de catastrophe. Et comme le dit Ballard, depuis l'épopée de Gilgamesh et à travers la superscience du 20e et j'irais même jusqu'à la technoscience du 21e siècle, on va toujours chercher à détruire ce qu'on construit et ce qui existe hors de nous. L'humain a en lui ces pulsions de destruction, pulsions qu'il faut canaliser et évacuer, donc par exemple en les mettant en scène.